Je suis Adam, tu es Ève d'aujourd'hui. Ngo mamichou, je serai toujours près de toi. Mon amour de toujours, tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Oh Katia Motemai, tu es ma moitié. Je t'aime trop chérie, moitié toi, moitié moi. Oh Katia Motema. L'Afrique d'une seule voix, version Adam et Ève. Dans ce jardin d'Afrique, nous disons être seul c'est bien, être en couple c'est mieux. Je suis Benito Ngouba Isuku, appelez-moi Mister Anablepo. Bienvenue à Pépites sur le mariage, c'est votre émission hebdo où nous parlons d'amour, de mariage et de relations hommes-femmes. Que vous soyez célibataire, en concubinage ou marié, vous êtes au bon endroit. Pépites sur le mariage, saison 2, épisode 3, nous parlerons librement, nous parlerons africainement et nous parlerons avec amour, bien sûr. Pour cette semaine spéciale Côte d'Ivoire sur la radio L'Afrique d'une seule voix, nous avons choisi de parler du mariage traditionnel en Côte d'Ivoire. Le thème du jour est donc le mariage coutumier en Côte d'Ivoire et en particulier dans les villages de la lagune d'Abidjan. Pour en parler, j'ai un invité connaisseur, un invité expert, j'ai envie de dire, sur la question du mariage traditionnel. Il s'agit du docteur Joseph Abo Kobi. Bonjour, docteur Kobi. Bonjour Benito. Salut aux millions d'auditeurs. Alors, je suis vraiment ravi que vous ayez accepté mon invitation. C'est moi qui suis enchanté de vous parler. D'accord. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter en quelques mots? Je suis Joseph Abo Kobi, vous l'avez déjà dit. Je suis maître de conférence en histoire contemporaine, spécialité histoire politique et sociale. Je suis depuis un moment chef notable du village de Locaté, dans la sous-préfecture de Benyaville, dans le district d'Abidjan. D'accord. Alors, une définition générale et simple du mariage, c'est l'union légitime entre un homme et une femme. Quelle est, d'après vous, la définition du mariage traditionnel? Sans entrer dans les détails, hein, mais de manière générale, comment vous définissez le mariage traditionnel? Le mariage traditionnel, c'est le mariage entre l'homme et la femme, mais c'est surtout l'union entre deux familles. C'est ça qui fait la quintessence même du mariage traditionnel. Voilà. D'accord. Quelle est en Côte d'Ivoire la place du mariage coutumier par rapport au mariage civil ou au mariage religieux? Est-ce que pensez-vous que le mariage traditionnel ivoirien est encore adapté à la société d'aujourd'hui, à la société moderne, que ce soit sur le plan juridique, symbolique, sur le plan culturel ou pratique? Est-ce que c'est encore adapté de nos jours? Je voudrais dire d'abord que tout comme une civilisation, tout ce qui concerne le mariage naît, agrandit et même peut mourir. Tout comme une civilisation est née, est grandie et elle peut mourir. Le mariage traditionnel en Côte d'Ivoire tourne d'abord autour de la dot. Mais il faut dire qu'au lendemain des indépendances, la Côte d'Ivoire a prohibé le mariage, la dot. Il y a quelques mois de cela, n'est pas dit une année, cette loi a été abrogée. D'accord. C'est pour dire que malgré que c'était interdit, la dot, officiellement, elle avait cours. Voilà. D'accord. Et jusqu'à l'année dernière, ceci a été abrogé. Voilà. La religion, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, a-t-elle une place dans le mariage traditionnel? Est-ce que le protocole, le rituel, les choses faites, les paroles qui sont prononcées ou même ce qui est consommé doit convenir à la religion? Ou alors non, le mariage coutumier fait fi des croyances de la foi chrétienne ou musulmane? Le mariage coutumier, c'est un
mélange, je dirais même à la limite, c'est un brassage, un melting pot, certains diront que c'est un syncrétisme. D'abord, on prend, je voudrais aller du général au particulier. De façon générale, il ne peut pas y avoir un mariage traditionnel sans libation. Même en pays musulman, au nord, quand on dit on fait le mariage traditionnel, qu'on dit on attache la kola. Quand on attache la kola, les parents de la mariée offrent la kola aux parents. Les parents plutôt du marié offrent la kola aux parents de la mariée. Si c'est accepté, ils attachent une façon de sceller cette union. Mais au-delà de ceci, c'est une façon de dire, nous avons accepté. Et avec le consentement de la famille de la mariée, on distribue cette kola à tous ceux qui sont présents. Bon, on reviendra tout à l'heure, docteur, sur les symboles. D'accord. Oui, allons-y. Donc, pour poursuivre, d'accord. On ne peut pas faire un mariage traditionnel en ignorant l'invocation des ancêtres, pour ne pas dire la manne des ancêtres. On ne peut pas. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Parce que c'est l'union entre deux familles. Alors, et pour que ce mariage soit véritablement assis, on fait appel à l'esprit des ancêtres. D'accord. Alors, que ce soit au nord ou au sud de la Côte d'Ivoire. Ça tombe bien. En Côte d'Ivoire, le mariage coutumier est-il le même, quelle que soit la région, nord, sud, ouest, ou quelle que soit l'ethnie, Baoulé, Bété et Brié, où chaque région a ses spécificités? Ce n'est pas le même. Mais, avant de développer, je voudrais dire qu'il y a eu des mutations. Tout simplement parce que on ne peut pas vivre à côté d'un peuple et ignorer les acquis de ce peuple-là. Ou on ne peut pas vivre à côté d'un peuple et ne pas emprunter les éléments de ce peuple. Le mariage au nord, comme vous le dites, c'est la kola. Au sud, en région forestière, particulièrement au sud, c'est la boisson. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, j'attends. Maintenant, si on doit poursuivre, vous avez vu que j'ai parlé de la kola au nord. Oui. En pays malinqué particulièrement. Mais pourquoi la kola et non un autre produit? Je vous écoute. Vous savez, la kola pousse en zone forestière. Donc c'est un produit rare. Et tout ce qui est rare est cher. D'accord. Voilà. Je comprends la symbolique. Au sud. Oui. Voilà. Maintenant au sud, pourquoi la boisson? Particulièrement le gin. Vous savez, les Européens... C'est quelle boisson, excusez-moi, vous avez dit? Le gin. C'est fait à partir de quoi? La boisson, le gin ou le rhum, si vous voulez. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Le gin ou le rhum, le d'accord. Gin. Ok. Voilà, le gin ou le rhum. Vous savez, le blanc, pour ne pas dire l'européen, en venant en Afrique, a d'abord pris attache avec le littoral, les riverains du littoral. Oui. Et on sait les moyens d'échange dans cette zone. Et la liqueur qu'on offrait, on offrait d'abord aux chefs. Mais voilà que les chefs, ils ne sont plus de ce monde. Mais on sait que leur esprit vit. Donc, d'accord. On sait que leur esprit vit. Et donc, la libation qui est faite, c'est un élément compensatoire. C'est à la limite un sacrifice. Le sacrifice est un élément compensatoire. Et cette boisson, c'est la boisson bue par l'ancêtre. Ah, je comprends très bien maintenant. Voilà la raison pour laquelle il ne faut pas ignorer l'ancêtre en faisant la libation avec la boisson. Mais aussi, il faut dire qu'au début, avant, pour ne pas dire dans l'Afrique précoloniale, dans la zone forestière,
c'était pas la boisson, c'était pas la liqueur, mais c'était le bangui, le vin blanc. Exact. Donc vous voyez que les civilisations évoluent en fonction du temps. Bon, revenons en arrière aussi longtemps que vous voulez. Comment le mariage traditionnel ivoirien a-t-il évolué au fil du temps? On peut reculer 50 ans, 100 ans en arrière, comme vous voulez. Oui, on peut reculer. Regardons dans le rétroviseur. Oui. Auparavant, quand on prend la région du Nord, on invite l'imam à la maison pour la bénédiction de l'imam. Aujourd'hui, on se rend à la mosquée pour que le mariage soit béni. En général, c'est le jeudi. Et ce jeudi, c'est ce jour-là qu'on a attaché la coula et après on se rend à la mosquée. Dans la zone forestière, particulièrement dans le pays Achan, c'est-à-dire la région d'Abidjan, avec les Hébriers. La plupart des Hébriers sont chrétiens. Je ne vais pas dire presque tous sont chrétiens. Leur vie est fondée aujourd'hui, au-delà de leur africanité, au-delà de leur achanité, puisque ce sont des Achans, au-delà de leur tradition, c'est le christianisme. Donc, on voudrait, par exemple, que les différentes étapes, 1, la dot, 2, le mariage civil, 3, enfin, le mariage religieux. Docteur. On ne conçoit pas un mariage religieux sans mariage civil. On ne conçoit pas un mariage civil sans dot. D'accord. Bon, vous avez donc parlé des Hébriers. Alors moi, je voudrais qu'on se focalise sur le mariage chez les Hébriers. Quelles sont les différentes étapes du mariage traditionnel chez les Hébriers? Et j'ai en amont une petite question. C'est quoi la différence entre les Hébriers et les Tchamans? Bien. C'est pas une bonne question que j'ai posée. Non, je vous pose rapidement j'explique rapidement pour que vous puissiez comprendre. D'accord, s'il vous plaît. Les Hébriers eux-mêmes ne s'appellent pas Hébriers, ils s'appellent Tchaman. Tchaman. Mais d'où vient le mot Hébrier? Hébrier est une déformation de Abrier. Abrier, c'est le nom donné par les Abourés qui habitent à Bassam. D'accord. Les Hébriers appellent les Abourés ceux qui sont sales, ceux qui ne se lavent pas, ceux qui sont noirs. Malheureusement pour les Hébriers, l'Européen a accosté d'abord à Bassam. Et il a demandé, mais vos voisins, comment ils s'appellent? Ils ont retourné le nom que les Hébriers leur donnaient, Abrier. D'accord. C'est la déformation qui fait Hébrier. D'accord. C'est pourquoi les Hébriers même s'appellent Tchaman. D'accord. Tchaman signifie, pour les Hébrieux, Tchaman signifie le peuple mis à part. Wow. Un Hébrier, c'est un Tchabio. Une Hébrier, c'est une Tchabia. Ça j'ai vu ça. Le mot Achan. Oui. Achan, c'est le territoire. Donc le peuple Achan. L'Hébrier, le Tchaman, parle la langue Achan. Tout comme le Mossi parle le Moré. D'accord. Voilà, brièvement. D'accord. Alors, les étapes, oui, c'est excellent. Les étapes du mariage traditionnel chez eux. Maintenant, dans le mariage traditionnel, on va aller d'abord dans la période post-coloniale. Oui. Quand une fille atteint la puberté, sa mère, qui la suivait comme du lait sur le feu, c'est quand elle a fait ses premières règles. En ce moment-là, elle fait un repas, elle invite tous les amis de la même génération de sa fille pour un repas. Et cela pendant une semaine. Pendant ce temps, les hommes sont aux aguets. Elle a atteint la puberté. Donc, un homme peut venir demander sa main. Mais quand l'homme qui est prétendant vient, il ne vient pas directement. Il informe son père. Il passe par le père. Il lui aussi, voilà. Il informe son père. Il lui aussi demande à quelqu'un d'autre
souvent un de ses amis de génération. Parce que la société ébriée est une société à classe d'âge. D'accord. Il demande donc à son ami d'aller voir le père de la jeune fille pour lui dire que ma fille et mon fils veulent votre fille. Le père dit d'accord, j'ai compris. Et il appelle la femme, la mère de sa fille. Voilà la situation. Ta fille a tapé dans l'œil de tel homme, voilà ce qui va se passer. Est-ce que tu es d'accord? En général, la mère dit, appelle la fille elle-même. Si on appelle la fille, qu'on dit, tel homme te veut, et que la fille dit sur le champ, je suis d'accord, c'est une honte pour la famille. Parce que cela signifie qu'il se voit dans le secret. Déjà, oui. Voilà. Maintenant, si tout est OK, on demande donc aux parents du marié de venir. Bon, le monsieur dira tout simplement, le père de la fille dira tout simplement, j'ai ma plantation ici, je veux qu'on débroussaille. L'homme vient avec ses amis. Il enlève les herbes pour qu'on plante. Il peut par la suite aussi demander, mon toit coule, pour le couper des pailles. Il va le faire. En clair, et il est soumis à des travaux chez ses parents. D'accord. Parce que le père se dit, un tel homme qui veut ma fille doit être capable de subvenir aux besoins de ma fille. Voilà comment ça se faisait au début. Par la suite, on demande des boissons, du sel et un pain pour couvrir la nudité de la belle-mère. D'accord. Mais avec l'évolution en Payachan, on arrivait à ce qu'on appelle, quand on demande la main, on dit on vient se présenter, on appelle ça Koko. C'est comme si on frappe à la porte. Oui, c'est un peu comme dans d'autres régions d'Afrique aussi, oui. Voilà, on frappe à la porte. On frappe à la porte parce que c'est une façon de dire, j'ai l'intention de vivre avec votre fille. Donc vous venez vous présenter. En général, en pays ébrié, vous venez avec une seule boisson. Si on a accepté, par la suite, vous pouvez, si c'est accepté maintenant, vous passez pas vous-même, c'est toujours par l'intermédiaire de quelqu'un. Oui. Il vient auprès des beaux-parents, des futurs beaux-parents. Et les futurs beaux-parents disent, bon, on a besoin de tel nombre de boissons. Mais il faut dire que dans ces boissons, il faut toujours que à l'intérieur, il y ait le gin et le rhum. D'accord. Les Hébreux disent, c'est la boisson des anciens, c'est la boisson des esprits. Voilà. Il y a du sel et bien d'autres choses. Mais il faut dire qu'auparavant aussi, pendant la période coloniale, on exigeait les noix de palme. Puisque ça servait. Le futur beau-père, harcelé par l'administration coloniale, demande à son futur gendre d'aller le faire pour lui. D'accord. Donc tous ces éléments. Maintenant, les choses ont évolué. Alors, moi, je veux qu'on parle déjà même de la cérémonie et surtout de la dot. Même si vous avez dit que ça a été à un moment donné interrompu, mais on va parler de la dot. Non, mais je voudrais dire que la dot n'a pas été interrompue. C'est la loi. Oui, la loi. C'est la loi qui interdisait la dot. Mais malgré l'interdiction officielle, d'accord, ça n'avait cours. Maintenant, la dot en pays hachan, on peut dire en pays ébrié, malgré tout ce que vous allez donner, je l'ai dit, il faut qu'il y ait le bangui. Il faut qu'il y ait le gin. Il faut qu'il y ait le rhum. Le rhum et le bangui, et le gin et le rhum, on vous dira c'est la boisson des anciens. Mais le bangui, ce fut la première boisson demandée. Avant
que nos parents, les anciens, ne connaissent le rhum et le gin. Mais pendant la cérémonie de la dot, pendant la cérémonie de la dot, on utilise surtout le bangui. D'accord. Le bangui, on le boit, on le verse à terre, on le mélange avec la terre et on met au bas-ventre de la femme et de l'homme afin qu'il soit plus fécond. Pendant la cérémonie, qui doit être le parleur ou l'orateur? Et comment on l'appelle en langue? Ceux qui parlent, ceux qui... Vous avez dit comment? D'accord. C'est-à-dire c'est le porte-parole. Oui, d'accord. Et qui sont les décideurs? Ceux que justement le porte-parole va consulter pour valider soit une étape, soit le ce n'est même pas celui qui valide, ce n'est même pas le père, ni la mère. Oui. Ce sont les oncles. D'accord. Ce sont les amis de génération du père. D'accord. Ce sont eux qui ont l'autorité suprême pour valider le mariage à la fin? C'est eux. D'accord. Ce n'est pas le père. Et le père s'en remet toujours aux amis ou bien à ses amis de génération. Oui. Parce que la société Achan et Brié est une société à classe d'âge. Voilà. D'accord. Mais le père est consulté. Oui, forcément. Mais les parents, les amis de son... on leur mot à dire. Leur mot à dire. Si c'est un mariage traditionnel, pourquoi, j'imagine que c'est aussi le cas en Côte d'Ivoire, parce que ça l'est ailleurs, pourquoi certains demandent sur cette liste-là des choses ultra modernes, comme une voiture, une télé et autres? Non, ça, ce que vous dites, ça c'est en Afrique centrale, on voit ça. Chez vous, c'est pas le cas? Chez nous, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il y a dans la liste alors? Que contient-elle? Voilà. Chez les gourous, il y a un bouc. Il y a un bouc. En pays ébrié, c'est les boissons, les pagnes pour la belle famille, le sel et l'huile de palme. D'accord. C'est tout. D'accord. Et puis, une maudite somme. Symbolique. En général, oui, c'est une somme symbolique. C'est pas le cas ailleurs. Ailleurs, c'est pas symbolique. Dans cette somme, non, c'est symbolique. D'accord. Et dans cette somme-là, il faut forcément qu'il y ait une pierre de 5 francs. Au moins. Ouais, pourquoi? Mais pourquoi? J'explique. En général, les femmes, quand elles sont mécontentes, elles disent, depuis que je suis dans ta maison là, je n'ai même pas encore bouffé tes 5 francs. Je connais l'expression, oui. Voilà, vous connaissez ça. Je n'ai même pas bouffé tes 5 francs. Ce qui permet aussi l'autre aspect, c'est que c'est facile pour les beaux-parents, pour les parents de la femme, de rembourser. Ils ne remboursent pas les pagnes, les boissons et autres, le sel et autres, mais au moins 5 francs, on peut donner en signe de divorce. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, je ne suis pas le seul, c'est les vêtements, les tenues d'apparat. Oui. Y a-t-il une symbolique dans le choix des vêtements ou on cherche juste quelque chose de beau? Et d'ailleurs, qui fait ce choix des vêtements? Ce sont les mariés, les futurs mariés, ou c'est leur famille qui leur impose le choix des vêtements? Bien. Vous savez, en pays ébrié, le vêtement, pour ne pas dire le pagne, doit être d'apparat. Oui. Il doit être d'apparat. Avec, s'il faut, une couronne, etc. Ce n'est pas de la volonté des mariés, mais de leur famille. D'accord. Parce que ces vêtements-là, en général, est pris dans la malle de la famille, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et puis, c'est une façon pour la mère d'exhiber sa richesse en habillant bien sa fille. C'est une façon aussi pour le père du monsieur de dire, nous avons quelque chose comme trésor. Donc,
c'est une forme d'exhibition, la tenue. Ce n'est pas exilé, mais c'est une forme d'exhibition. Et au-delà de cela, cela témoigne de la richesse. Ouais, un signe extérieur de richesse. Voilà, un signe extérieur de la richesse. Et souvent, ce n'est pas dans la manne seulement du père, mais ça peut être dans la manne de toute la famille. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, les jeunes, à travers leur habillement, visitent la Côte d'Ivoire. Vous pouvez voir un ébrier dans ses changements de tenue, porter une tenue s'il nous faut, ainsi de suite, etc. Ouais, c'est très beau. En général, j'aime beaucoup. c'est la tenue à camp. D'accord. Voilà. Alors, allons à la dernière étape de la cérémonie, au moment où vraiment les choses se finalisent. À quel moment la future mariée prend la parole? À un moment donné, elle prend la parole ou pas? Non. Les mariés ne prennent pas la parole. D'accord. Et comment se passe l'étape finale? Ils ne prennent pas la parole. D'accord. En public. Jamais. Ce sont les parents même, le père et la mère même ne prennent pas la parole. C'est le porte-parole qui prend la parole. D'accord. Le porte-parole de la famille qui prend la parole. Ouais. Et le porte-parole de la famille de la femme qui prend la parole. Et à la fin, on laisse la parole aux parents du marié. D'accord. Lui, quand on lui laisse la parole, c'est pour répondre à un certain nombre de questions. Par exemple, vous avez pris ma fille, elle n'a pas de bosse. Sous-entendu, on l'a pas frappée. Oui. Elle est en bonne santé. Voilà. Mais si elle doit avoir une bosse, c'est peut-être devant. C'est-à-dire la grossesse. Mais pas dans le dos. Des choses comme ça. Mais, une fois tout est dit, on demande maintenant au jeune homme, puisque le porte-parole du côté de la famille du marié, dit que nous avons trouvé une jeune fille ici. Le monsieur peut faire venir toutes ses filles. Il dit, moi, dans cette maison-là, il y a beaucoup de filles. Laquelle? À l'homme de décrire la femme. Ne pas se tromper. Et puis après, on fait un certain galerie. Oui, voilà, tout un jeu. On fait un certain camouflage, exact, etc., pour que l'homme puisse vraiment, même dans le noir, voilà, ça c'est le côté théâtral, même dans le noir, reconnaître ça, sa future épouse. C'est tout. Une fois tout est fait, maintenant, les beaux-parents, le parent du marié, sont tenus d'offrir un repas aux parents de la mariée. C'est comme ça que ça se passe. Très bien. Mais aujourd'hui, les jeunes s'entendent et puis le font. Oui. Alors, on va vers la fin de l'interview. J'ai une question qui me taraude, docteur. La question de la monogamie ou polygamie, est-ce qu'elle se pose à ce moment-là, à ce moment-là ou avant? Est-ce qu'elle se pose cette question-là? Pourquoi vous rigolez, docteur? Non, je ris parce que les choses ont beaucoup évolué. Oui. D'abord, il faut dire que quand l'individu vient se marier, on ne lui demande même pas s'il a une autre femme. On ne lui demande même pas. Il vient se marier. C'est tout. Maintenant, quand il veut prendre une deuxième femme, officiellement, c'est en ce moment-là que les choses se compliquent. Ça se complique d'abord pour la femme déjà mariée, qui peut toujours s'opposer. Mais souvent, les mères des épouses disent non, il faut le calmer. Nous aussi, on a été. On est passé par là. Voilà. On a vécu dans des foyers polygames. Voilà. On a fait des problèmes de foyer. En général, de l'autre côté, on lui dit mais si tu ne sais pas bien prendre ton époux, il ira voir ailleurs, etc. Donc ce problème-là ne se pose pas. Mais dans le christianisme, ça fait l'objet des débats. Il y a des gens, surtout les catholiques, qui ont été excommuniés parce qu'ils ont deux femmes, ainsi de suite. Mais chez les musulmans, ça ne se pose même pas. Oui, bien sûr. Parce qu'ils peuvent voilà. Alors,
on a parlé, là vous avez parlé à l'instant de problèmes. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que la cérémonie du mariage n'aille pas à son terme? Un exemple ou deux. Finalement, voilà, on va pas jusqu'au bout. Ça arrive ou jamais? Oui, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est un peu comme une réunion de famille. Oui. On sait quand ça commence, on sait jamais comment ça se termine. Oui, mais ça peut arriver. Ça peut arriver que les gens, quelqu'un qui a commencé le processus, que ce soit interrompu. Ce soit interrompu parce que en dernière minute, on a découvert, par exemple, que l'homme a commis un forfait quelque part. Ah oui. Qui va salir. Exact. Voilà. L'honneur de la mariée et de la famille. Exact. L'honneur de la mariée. Regardez, par exemple, en pays malinqué, on exige 2 témoins de chaque côté. Chez les Hébrieux, il y a aussi des témoins. Les témoins, ce sont les amis de génération de l'homme. Les amis de génération de l'homme. Et puis, le mariage peut ne pas aller à son terme, le processus peut ne pas aller à son terme, quand on se rend compte que dans cette famille de la femme ou de l'homme, cette famille, elle est invivable. Et il y en a qui remontent le cours de l'histoire pour dire, eux seuls, leurs parents, ils sont comme ça. Ils ont été maudits. Ça n'ira pas à son terme. Ça arrive. D'accord. J'ai une dernière question, après je vous donnerai le mot de fin. Docteur Kobi, les choses, c'est une question un peu plus personnelle. Les choses que vous nous partagez, votre expertise en la matière, vous l'avez acquise comment? C'est quoi, au travers des livres ou il y a eu une transmission? Comment ça s'est passé? Oui, on peut dire que je l'ai complété par les livres, mais j'ai grandi au village. J'ai grandi au village. Dans quel village? Et j'ai l'habitude. Elokaté. D'accord. Même village, voilà. D'accord. Okay. Et voilà. Et j'ai l'habitude de dire, quand on veut apprendre les affaires du village, il faut assister aux réunions publiques. Et c'est dans les réunions publiques que j'ai appris ça. C'est même, oui, excusez-moi, allez-y, excusez-moi. Au point où, c'est vrai, j'ai 67 ans, c'est pas trop. Non. Mais déjà, il y a longtemps, on m'appelait le sage. Parce que même quand je donnais des cours, je ne fais pas de cours sans proverbes, sans des histoires drôles. Parce que, voilà. Donc, c'est ça. Et parce que c'est au cours des réunions publiques, à la place publique, comme on le dit, sous le baobab ailleurs, que on apprend beaucoup de choses. Et c'est ça qui m'est venu. Bon, j'ai un grand frère qui, lui, est très versé dans la tradition. Donc, c'est le conseil que vous donnerez à un jeune ou moins jeune Africain qui veut lui aussi connaître ces... Oui, bien sûr, il faut participer à tout ce qui concerne la tradition. Nous ne sommes pas des voyageurs sans bagage. Oui, exact. Celui qui ignore son passé compromet son avenir. Moi qui vous parle, je suis chef guerrier de ma génération. Chef guerrier de ma génération. Ailleurs, on dirait c'est le chef d'état-major. Parce que la société hébriée est une société de classe d'âge, une société guerrière. Donc tout ça fait que j'ai appris beaucoup de choses. Wow. Beaucoup de choses, mais j'ai pas tout appris encore. Oui, bien sûr. En tout cas, non, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, docteur, c'est le mot de la fin. On arrive à la fin de votre interview, de notre interview. Qu'est-ce que voulez-vous rajouter, que nous n'avons peut-être pas dit, et que vous estimez important pour comprendre et apprécier le mariage traditionnel en Côte d'Ivoire? Je voudrais dire aux uns et aux autres que le mariage, c'est vrai, c'est 2 êtres qui se marient, mais c'est l'union aussi de 2 familles. Exact. C'est la première des choses à faire. Chaque conjoint est l'ambassadeur de sa famille. Wow. À ce titre, l'acte qu'il pose réjaillit. C'est dans ce sens-là que je dis aux uns aux autres, celui qui ignore son passé compromet son avenir. Si on connaît son histoire, on évite les histoires. Wow. Voilà, c'est ça que je voulais terminer.
Oh, c'est très Merci. beau, c'est vraiment puissant. Merci beaucoup, docteur Kobi, pour ces nombreuses et riches informations. On espère avoir convaincu plus d'un de se marier à la coutume même dès cette année de 2024. Chaque conjoint est un ambassadeur de sa famille. Waouh! Alors, c'est fini pour ce soir. Si vous aussi, vous voulez être interviewé, seul ou en couple, pour parler de vous, de ce que vous pensez des relations amoureuses et du mariage, contactez-moi inbox. Dites à quelqu'un qui n'a pas écouté l'émission qu'elle sera rediffusée samedi à 18h, heure de Paris, et 17h, heure d'Abidjan. Félicitations aux couples qui se marient cette semaine et heureuses noces à ceux qui célèbrent leur anniversaire de mariage. Le meilleur est à venir. Chers pépiteurs, chères pépitrices, être célibataire, c'est bien, mais être en couple, c'est chicha. Très bon week-end. Encore merci, docteur Kibo, et à très bientôt. Portez-vous bien. Merci. À bientôt. Bye.